contentes. Estamos muito contentes e muito honrados em hoje concretizar os primeiros passos da CIPA latino-americana, com a presença de Bernard Gols, presidente da CIPA Internacional e reeleito esse ano por unanimidade. Bernard é pediatra, psiquiatra infanto-juvenil e psicanalista da Associação de Psicanálise Francesa. É professor catedrático da Universidade de Paris, fundador do Instituto Contemporâneo da Infância, em Paris, um espaço de reflexão e atenção ao cuidado psíquico numa perspectiva interdisciplinar. É um grande amigo e uma pessoa apaixonada que dedica toda a sua vida ao trabalho pelas diversas infâncias. Estamos muito alegres, muito contentes. Eu vou passar a palavra à Nora, que vai fazer essa mesma apresentação em espanhol, e depois daremos os avisos sobre as traduções simultâneas. Buen día a todos, bienvenidos. Estamos todos muy contentos y muy honrados. Estamos dando los primeros pasos de la CIPA latinoamericana, que es la Coordinación Internacional de Psicoterapeutas, Psicoanalistas y miembros asociados que se ocupan de personas con autismo. Y hoy contamos con la presencia de Bernard Gols, que es el presidente de la CIPA Internacional, reelecto este año por unanimidad. Bernard es pediatra, es psiquiatra infanto-juvenil y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Francia, es profesor emérito de la Universidad de París, fundador y director del Instituto Contemporáneo de la Infancia, que es un espacio para la reflexión y la atención del cuidado psíquico con una perspectiva interdisciplinaria. Es un gran amigo y una persona apasionada que dedica su vida profesional al trabajo por las infancias. Muchísimas gracias, Bernard, por estar acá con nosotros. Bienvenido. Então, nós teremos a tradução simultânea em português e em espanhol. Vocês vão escolher a língua que vocês querem fazer a tradução e vão clicar no botão chamado interpretação, que é uma figura de um mundozinho, um planetazinho, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar pelo chat para Ricardo, nosso técnico. E também as questões a Bernard, vocês podem fazer pelo chat também. Então, que desfrutemos desse momento super bacana. Um abraço, Bernard, boa conferência. Cláudia, posso falar uma coisa? Cláudia, vamos pedir para as pessoas colocarem um e-mail no chat para a gente poder ter o e-mail de todos os participantes? Sí, les pedimos a todos, por favor, si pueden poner sus mails en el chat para poder enviarles después toda la correspondencia de la CIPA. Bernard, c'est à toi. Est-ce qu'on m'entend, on m'entend bien là, Nora, Claudia? On entend bien? Parfait. Bon, alors écoutez, d'abord, vraiment, c'est un grand honneur et un très grand plaisir pour moi que d'avoir été invité donc à parler aujourd'hui de la CIPA latino-américaine à l'occasion de son inauguration. Inauguration dont la CIPA internationale que je préside est vraiment très heureuse. Hein. Alors un grand bravo déjà pour commencer à tout le monde pour la mise en place de cette CIPA latino-américaine très importante, très utile. J'ai prévu de dire quelques mots rapides de la CIPA internationale et de la CIPA, bien sûr, ensuite latino-américaine. Et après, j'ai choisi d'évoquer la question de la liberté de penser en matière d'autisme, en matière de troubles autistiques, et puis aussi de dire quelques mots du prochain congrès de la CIPA qui aura lieu les 18, 19 et 20 novembre 2021. J'en parlerai tout à l'heure. Congrès qui sera le 5e
congrès de la CIPA, puisque chaque congrès a lieu à peu près tous les 2 ans. Voilà, alors, donc encore un grand merci de m'avoir proposé cet espace de parole. Et comme ça a été dit tout à l'heure, j'ai d'abord été pédiatre avant d'être pédopsychiatre et psychanalyste. Et je me suis surtout intéressé tout au long de ma vie professionnelle au bébé, à l'instauration, à la mise en place de son appareil psychique, à la question des troubles autistiques qui nous rassemblent aujourd'hui, et enfin à l'adoption, sans doute parce que j'avais été formé en France en grande partie par Michel Soulet, qui avait été assez pionnier dans la question de la réflexion sur l'adoption des enfants en France. Et il a d'ailleurs travaillé avec certaines d'entre vous, notamment avec Sylviane Binger à Porto Alegre. Voilà, alors que ce soit le bébé, que ce soit les troubles autistiques ou que ce soit l'adoption, au fond, le thème central de mon travail, c'est la question du lien. Le lien du bébé avec son entourage et la façon dont il va mettre en place les représentations mentales de ces liens, l'absence de lien, l'échec des liens avec les troubles autistiques, et puis des liens particuliers, des liens très intéressants à observer chez les enfants adoptés qui vont mettre en place ces premiers liens avec des adultes qui n'ont pas fabriqué l'enfant, mais qui vont être pour lui ses parents tout au long de sa vie. Voilà, donc le lien est un petit peu une obsession, je dirais, dans le cadre de mon travail. Et alors le lien intrapsychique, c'est la question des associations de pensée pour les psychanalystes. Le lien interpersonnel, c'est la question des relations dans notre vie personnelle et sociale. Et la question des liens interassociatifs. Et aujourd'hui, évidemment, le lien très fort qui s'annonce entre la CIPA internationale et la CIPA latino-américaine. Alors, il y a peut-être quand même un certain nombre de personnes qui ne savent pas très bien ce que c'est que la CIPA, la CIPA internationale, qui est née d'abord, et je voudrais rappeler donc quelques étapes de cette histoire. La CIPA a été fondée en 2010, un petit peu plus de 10 ans, par Geneviève Hague, cette grande dame observatrice de bébés, cette grande thérapeute d'enfants autistes, et par Dominique Ami, psychanalyste d'enfants. Et elles ont mis en place cette CIPA en 2010 avec l'aide tout à fait décisive à cette époque-là de Michel Hague, le mari de Geneviève, qui malheureusement est mort il y a quelques semaines à Paris cette année. Et la création de la CIPA a marqué un moment tout à fait important en France de la réflexion à propos de l'autisme et de réflexion aussi sur les actions scientifiques et politiques à mener autour des troubles du spectre autistique. Un tout petit détail pour dire qu'en 2010, quand la CIPA a été fondée, elle a été fondée avec le terme suivant, pour coordination internationale entre psychothérapeutes, psychanalystes et membres associés s'occupant de personnes avec autisme. Et je suis intervenu quelques années plus tard pour transformer personnes avec autisme dans la dénomination actuelle, personnes autistes. Je préfère beaucoup personnes autistes que personnes avec autisme, et je voudrais vous dire un petit mot là-dessus, parce que personnes avec autisme, il y a quelque chose un petit peu d'artificiel. Je crois que ça renvoie en France aux travaux de Georges Canguilhem, médecin et philosophe important en France, Georges Canguilhem, qui avait beaucoup réfléchi sur les questions du normal et du pathologique, et qui avait été très connu pour une parabole qu'il avait appelée la parabole du bossu, où il disait qu'un bossu est un homme normal plus une bosse. Hein, une personne avec une bosse. Voilà. Et on voit bien que dans le champ du handicap physique, ça marche très bien. Il ne faut pas réduire une personne à son handicap. C'est une personne à part entière. Mais dans l'expérience que j'ai avec les enfants autistes, je n'ai jamais ressenti, hélas,
des enfants autistes comme des enfants habituels plus un autisme. Je ressens des enfants qui, dans l'organisation autistique, les gênent énormément pour devenir une personne au sens complet du terme. Nous avons à les anticiper comme personnes, nous avons à les supposer une personne à part entière pour qu'elles le deviennent, mais évidemment au début, l'autisme est plutôt un frein, une entrave, une barrière à la constitution de leur personne. Voilà, donc on a transformé le terme et aujourd'hui la CIPA s'appelle Coordination internationale entre psychothérapeutes, psychanalystes et membres associés s'occupant de personnes autistes. Une petite parenthèse pour dire qu'on me fait remarquer que j'ai fait un lapsus. J'aurais dit que la CIPA a été fondée en 2010. C'est pas ce que je voulais dire. La CIPA a été fondée en 2006. Mais bon, une quinzaine d'années. Peut-être que j'ai mal prononcé les choses tout à l'heure. Voilà, alors la CIPA, en tout cas, défend un point de vue psychanalytique qui préconise de conjuguer de manière coordonnée, dès le plus jeune âge, les différentes approches psychodynamiques, développementales, comportementales, pédagogiques, dans une démarche fondamentalement transdisciplinaire. Et je signale et j'insiste sur le fait que la CIPA est clairement favorable à l'intégration scolaire des enfants autistes et qu'elle a également à cœur de soutenir leur accès au monde des arts et de la culture, ce qui est très important aussi pour l'évolution des enfants. Bon, tout ceci a été rassemblé dans un petit manifeste, le manifeste de la CIPA, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je ne sais pas encore s'il a été traduit en portugais et en espagnol. En tout cas, ça pourrait se faire. Il est bien sûr sur le site de la CIPA. Dans les statuts de la CIPA, tels qu'ils ont été rédigés donc, en 2006, je citerai très brièvement l'article 2 des statuts qui spécifie les objectifs et les moyens de la CIPA de la manière suivante. Il y a 5 points. Le partage entre ses membres des recherches sur leurs pratiques et leurs évaluations, le lien avec les autres domaines scientifiques, l'articulation des psychanalystes avec les autres professionnels concernés par l'autisme, la formation, ça c'est très important, de l'ensemble des professionnels concernés par l'autisme, l'information des professionnels et aussi des personnes intéressées dans le grand public, bien sûr une réflexion sur les meilleures manières d'aider les familles, et la défense enfin, ça c'est une autre façon de dire, la défense enfin d'une approche plurielle et éthique de l'autisme. Thème très très important en France. Voilà. Alors l'association utilise tous les moyens possibles et légaux pour concourir à la réalisation de cet objectif. Elle se réserve la possibilité d'entreprendre toute démarche et d'effectuer toute prestation contribuant à l'accomplissement de ses buts et de son objet social, c'est-à-dire des congrès, un congrès tous les 2 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des journées scientifiques, 2 ou 3 par an, trimestriels, des groupes de travail, et aussi, ce qui est très important, je crois qu'au Brésil en particulier, vous en avez l'habitude, des communiqués de presse pour soutenir les actions politiques que nous avons à mener autour de cette question de l'autisme. Une des tâches primaires centrales de la CIPA concerne les formations. Ces formations peuvent se faire au sein même des établissements de soins, des établissements demandeurs d'une formation sur telle ou telle thématique, ou bien en réunissant à Paris des professionnels d'équipes différentes pour travailler sur des thématiques proposées par l'association. Ces derniers types de formations sont actuellement organisés en partenariat avec le COPES, qui est un organisme de formation dont j'ai la responsabilité et qui avait été fondé par Michel Soulet il y a déjà bien longtemps. Michel Soulet, dont je viens de dire un mot tout à l'heure. La CIPA, c'est très important aussi, organise une sorte de veille scientifique, une vigilance scientifique en observant tout ce qui se publie dans la presse ou ailleurs, une veille scientifique qui lui permet de se tenir informé des diverses avancées scientifiques dans le champ de l'autisme et d'en faire part à ses adhérents et au grand public. Et comme je l'ai déjà dit, elle peut également interpeller les responsables politiques
sur tel ou tel point d'inquiétude ou législatif ou administratif grâce à ces fameux communiqués dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, puisque Nora et Claudia l'ont évoqué, il y a quelques mois, cette année, j'ai donc fondé l'Institut contemporain de l'enfance, qui est un espace pour penser le soin psychique, pour penser le prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents, en référence clairement assumée à la psychanalyse, à la psychopathologie, à la pédagogie, et dans une relation étroite avec le monde des arts et de la culture, parce que nous pensons que les artistes ont beaucoup à nous apprendre à propos de la créativité, et notamment de la créativité thérapeutique, et puis parce que les artistes, le monde des arts et de la culture est un moyen de diffusion important de nos idées en direction du grand public. Voilà, c'est donc un espace de mise en synergie, d'enseignement, de formation, de soutien à la recherche, et j'espère évidemment de tout cœur. La CIPA la CIPA internationale est une composante forte de cet Institut contemporain de l'enfance, et j'espère évidemment que les liens vont être très forts aussi avec la CIPA latino-américaine. J'espère, mais j'en suis sûr, et je n'en doute pas, évidemment. Voilà, alors depuis le dépôt de ces statuts, le projet associatif de la CIPA s'est progressivement enrichi sur le plan de ses modalités d'action, sur le plan de ses contenus. Et aujourd'hui, je vais surtout insister sur la place désormais essentielle de la CIPA latino-américaine. Je suis vraiment heureux de voir sa naissance officielle aujourd'hui. La place désormais essentielle de la CIPA latino-américaine pour la CIPA, mais pour la cause de l'autisme, tout simplement. Alors voilà ce que moi j'ai compris, senti de la CIPA latino-américaine, et probablement dans les discussions, des choses seront précisées, mais dans la manière dont je me représente les choses, il y a d'abord eu en 2015, si je me trompe de date, Armel Barral, qui fait partie des participants, me corrigera, mais je crois que c'est juste. En 2015, il y a eu un vote à l'unanimité pour que Claudia Mascarenhas soit vice-présidente de la CIPA et représentante du Brésil à ce moment-là au sein de la CIPA internationale. Claudia, qui avait réussi à fédérer un collectif de plus de 400 analystes qui avaient participé à la commission de votre ministère de la Santé au Brésil pour contribuer à la rédaction d'un document très important relatif à la politique nationale d'attention aux autistes et à leurs familles. Un grand bravo pour cette énergie inlassable, cette force de vie incroyable de Claudia, que je remercie publiquement et très chaleureusement aujourd'hui. Donc, il y a eu un certain nombre d'adhésions qui se sont accrues, bien sûr, au fil des années sur le plan international. Des groupes se sont formés, mais la CIPA latino-américaine est sans doute aujourd'hui le groupe le plus nombreux, le plus actif, le plus créatif. C'est à partir de ces actions que je rappelais à l'instant que la CIPA s'est ensuite peu à peu efficacement structurée et qu'elle peut naître officiellement aujourd'hui. C'est un groupe que je trouve personnellement extrêmement créatif, extrêmement engagé pour faire valoir auprès des instances politiques une vision ouverte et intelligente des troubles autistiques. Et je dois dire que si depuis de nombreuses années, avec la Covid, ça s'est un petit peu ralenti, j'espère que ça reprendra. Si je suis venu si souvent en Amérique latine, en Argentine, au Brésil, en Uruguay, etc., c'est parce que je trouve qu'on a ensemble une position commune que je trouve très intéressante. À la fois, on est très soucieux de préserver les acquis de la psychanalyse, mais d'une psychanalyse ouverte et vivante, curieuse des autres disciplines, et notamment curieuse des neurosciences, pouvoir bénéficier des acquis très importants des neurosciences sans perdre les acquis de la psychanalyse. Je crois qu'on est là dans une démarche commune. Vous voyez, quand je parle de transdisciplinarité et de lien entre neurosciences et psychanalyse, j'ai les aboiements de mon chien
Je ne sais pas s'il est d'accord ou s'il les conteste, mais en tout cas, c'est quelque chose de très important pour la CIPA et je crois de très important pour la CIPA latino-américaine aussi. Est-ce que la CIPA latino-américaine organisera un congrès un jour, en 2022 peut-être, en Amérique latine? Évidemment, ce serait merveilleux. Je ne sais pas si ce sera possible. En tout cas, je veux saluer aujourd'hui tout particulièrement l'action de différentes personnes qui ont travaillé à la naissance de la CIPA latino-américaine. Je voudrais particulièrement saluer l'action de Nora Voskoboinik-Scheinberg, qui assure la coordination générale de la CIPA latino-américaine, si j'ai bien compris. C'est une amie très chère et qui est aussi responsable de la WAME Argentine. Bien sûr, saluer l'action, je viens d'en dire un mot, de Claudia Mascareñas Fernandez, maintenant, elle n'est plus vice-présidente de la CIPA, mais elle est représentante de la CIPA latino-américaine au conseil d'administration de la CIPA. C'est également une amie de longue date et vous avez compris que j'admire beaucoup sa force de vie. Je salue l'action aussi de Monica Santolaya avec Karina Hackenbruch et Louisa Bradley Araujo qui coordonnent la commission de communication. Et puis, je salue l'action de Mariangela Mendes de Almeida avec toutes ses collègues qui font fonctionner la coordination de la commission scientifique. Et pour terminer ce point, je salue enfin l'action très importante chez nous de Marie-Christine Laznik, qui est responsable des relations entre la CIPA internationale et la CIPA latino-américaine et qui a un rôle éminent au sein de la CIPA internationale. Voilà, alors c'est vrai que ça fait beaucoup de femmes, hein. Je ne peux pas m'en plaindre, mais je constate quand même que nous sommes encore assez loin de la parité, que ce soit en France ou en Amérique latine d'ailleurs. C'est un point que nous aurons peut-être à travailler un petit peu. Voilà, je suis venu, je vous l'ai dit, travailler de nombreuses fois au Brésil et en Amérique latine. Donc, certains membres de la CIPA latino-américaine me sont évidemment plus connus que d'autres. Je profite de cette intervention pour saluer notamment Maria Cristina Abreu de Rio de Janeiro, dont la curiosité épistémologique et l'énergie psychique inlassable sont vraiment formidables. Et je salue Camila Saboya de São Paulo, qui a fait sa thèse à Paris sous ma direction dans le cadre du programme PIL. Elle a été une étudiante brillante et elle est une personne que je trouve véritablement remarquable. Voilà, et pour conclure cette présentation de la CIPA latino-américaine telle que je me la représente, j'avais envie de signaler pour l'ensemble des participants, on est nombreux, qu'en 2021, le prix Zaira de Bittencourt Martins a été attribué à Mariangela Mendes de Almeida, à Alicia Beatriz Dorado de Lizondo, à Fatima Vieira Battistelli, à Maria Cecilia Pereira da Silva, à Maria Lucia Gomez de Amorim, à Maria Teresa Barros de França, à Marisa Elena Leite Montero et à Regina Lortello Coimbra pour leurs travaux sur la contribution du programme Prisma à la créativité de la clinique psychanalytique dans les états archaïques et à l'exploration des changements psychiques dans l'enfance et l'adolescence. Donc un très très grand bravo, c'est magnifique que la clinique psychanalytique puisse ainsi être reconnue officiellement et primée de cette manière. Voilà, j'ajoute enfin qu'un espace spécifiquement dédié à la CIPA latino-américaine va prochainement être inscrit dans le nouveau site de la CIPA internationale qui est en cours de restructuration et on fera apparaître une page spéciale, bien sûr, pour le site, pour la CIPA latino-américaine. Voilà, donc ce chapitre se termine sur une exclamation classique. Viva la CIPA latino-américaine et longue vie à la CIPA latino-américaine dont l'inauguration a donc lieu aujourd'hui. Voilà, alors j'en viens au thème que j'ai choisi de partager avec vous pour cette occasion, qui est la question de la liberté de penser à propos, dans le champ de l'autisme. Je crois que si j'ai choisi ce thème, c'est parce que je sens que cette liberté de penser à propos de l'autisme est parfois quelque peu en danger quand même. Hein. La défense
de l'existence et de la nécessité de la prise en compte de la vie psychique des personnes autistes forme évidemment le vif, le cœur des actions de la CIPA, qui plaide, je le répète une dernière fois, pour une approche éthique plurielle, c'est-à-dire libre et articulée des différents professionnels, cliniciens ou chercheurs dans le champ des troubles autistiques. Alors, j'ajoute d'ailleurs que, bien sûr, le domaine de travail de la CIPA concerne les bébés, les enfants, les adolescents et les adultes, mais que la petite enfance, la toute petite enfance, représente un champ de travail particulièrement investi par la CIPA, avec le repérage précocissime des difficultés d'entrée dans la relation, un suivi précoce, pluriprofessionnel de ces tout-petits, par des professionnels donc qualifiés et sensibilisés, la défense pour les tout-petits 0 à 2 ans de l'existence d'un diagnostic de risque d'évolution autistique, on pourrait dire un diagnostic précocissime de risque, et donc aussi une insistance mise sur le soutien du travail, sur les diagnostics différentiels, afin que tous les bébés en souffrance relationnelle soient le plus tôt possible pris en charge, mais pas enfermés trop vite dans des filières spécialisées. Dans la première année de vie de l'enfant, il y a déjà assez longtemps, un psychiatre américain, psychanalyste américain, Donald Cohen, parlait d'une plateforme de vulnérabilité pour dire que tous les retraits à cette période-là de la vie ne sont pas forcément des retraits autistiques. Il y a d'autres possibilités. Tous ces enfants-là doivent être pris en charge, mais de manière très adaptée, très spécifique. Ce qui est important, c'est le diagnostic de risque, mais peut-être pas tout de suite le diagnostic de risque autistique. Mobiliser, sans dramatiser, se lancer tous ensemble dans un combat pour éviter que les choses se referment et se fixent. Voilà, alors avant d'en venir plus spécifiquement à la question de la liberté de penser, je voudrais quand même rappeler aussi, très brièvement, qu'à propos des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, du bébé de l'enfant et de l'adolescent, on a actuellement plusieurs modèles à notre disposition. Et vous allez voir pourquoi je le dis, c'est parce que la liberté de penser passe par le modèle polyfactoriel. Alors, on a 3 modèles classiques qui existent à propos des troubles mentaux de l'enfance et de l'adolescence. Il y a un modèle médical, un peu pédiatrique, avec comme pour les maladies somatiques de l'enfant, une ambition monofactorielle. C'est un système, c'est un mode de pensée qui est déductif pour aller très vite de l'observation à la décision, qui se réfère à une temporalité linéaire avec l'histoire de la maladie, le diagnostic actuel, le choix du traitement, le pronostic. Et c'est un modèle qui est censé fonctionner rapidement parce que les maladies somatiques de l'enfant sont urgentes, évidemment. À l'autre bout, il y a un modèle qu'on appelle, qui n'est plus un modèle médical, mais qui est un modèle psychopathologique ou psychanalytique, et qui s'oppose en quelque sorte point par point au précédent, puisqu'il est fondamentalement polyfactoriel, j'y reviendrai tout à l'heure. Il est non pas déductif, mais inférentiel. Il procède par association de pensée et non pas par déduction logique. Il est donc nécessairement plus lent, parce qu'on peut accélérer les déductions, mais on ne peut pas accélérer les associations de pensée. Et surtout, il se réfère à une temporalité circulaire, non pas à la flèche du temps habituelle, mais à la temporalité circulaire de la dynamique de l'après-coup. Voilà. Et entre ces 2 modèles, eh bien, il y a le modèle pédopsychiatrique qui se cherche toujours une place entre ces 2 modèles, selon les pays et selon les époques. Dans les pays anglo-saxons, actuellement, le modèle pédopsychiatrique se veut très proche du modèle médical ou pédiatrique. En Europe du Sud, et me semble-t-il en Amérique latine, le modèle pédopsychiatrique reste plus proche quand même du modèle psychopathologique ou psychanalytique, peut-être du fait des racines historiques aussi de la pédopsychiatrie dans ces régions du monde.
Voilà, donc ça, ce sont les 3 modèles classiques dont on dispose, le modèle médical, le modèle psychanalytique et le modèle pédopsychiatrique. Mais en réalité, la liberté de penser, elle passe surtout par l'acceptation d'un modèle polyfactoriel. Et quand on parle de modèle, vous savez, c'est très important de faire la différence entre la validité et l'utilité d'un modèle. Personnellement, l'utilité et la validité sont 2 choses différentes. Personnellement, enfin je crois qu'on est nombreux, j'ai regardé sur la mosaïque, un peu comme moi, j'ai passé l'âge de vouloir avoir raison, coûte que coûte. Ce qui m'importe, c'est que le modèle que je choisis, ce ne soit pas forcément le modèle le plus juste, mais ce soit le modèle le plus utile par rapport à ce que j'ai à faire. Et le modèle polyfactoriel dont je vais dire un mot, je ne suis pas sûr effectivement qu'il soit validé au sens de l'evidence-based medicine, au sens de la science actuelle, au sens actuel du terme de scientifique. Mais je sais que le modèle polyfactoriel, c'est le modèle le plus utile pour penser nos traitements pluridimensionnels et pour exercer notre liberté de pensée sur laquelle je vais revenir. Ce modèle polyfactoriel, il est l'héritier épistémologique du concept freudien de série complémentaire. Vous vous rappelez qu'à propos des névroses, Freud avait dit très tôt, dès les années 1930, une petite révolution épistémologique à l'époque, il avait dit toute organisation névrotique se déploie, se joue à l'interface de facteurs internes et de facteurs externes. Bon, je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, mais par rapport à la médecine de l'époque, qui était encore très marquée par les réflexions de Claude Bernard, c'était une véritable révolution. Il parlait de séries complémentaires. Pour chaque patient, les facteurs internes peuvent être plus ou moins forts, les facteurs externes peuvent être plus ou moins forts, mais il faut toujours les deux, des points de fixation internes, orales, anales ou phalliques, des points de déclenchement externes, des frustrations sexuelles en particulier, et entre les deux, disait Freud, il y a une échelle mobile. Plus les facteurs internes sont forts, moins les facteurs externes ont besoin de l'être. Plus les facteurs externes sont forts, moins les facteurs internes ont besoin de l'être. Mais il y a toujours les 2 types de facteurs, internes et externes, pour tous les patients, pour chaque patient. C'était une trouvaille véritablement sur le plan épistémologique. Et aujourd'hui, nos modèles des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent sont de ce type-là, avec des facteurs primaires qui sont des facteurs de susceptibilité, de prédisposition, et notamment génétiques, qui ne suffisent pas à déclencher l'autisme, mais qui doivent rencontrer des facteurs externes, environnementaux, relationnels, familiaux, sociaux, qui peuvent carentiels, qui peuvent venir déclencher une organisation autistique chez des enfants porteurs de facteurs de risque. Et puis ce qui est passionnant dans ces modèles polyfactoriels, c'est qu'aujourd'hui nous découvrons des facteurs mixtes qui sont à la fois, qui peuvent être des facteurs primaires dans certains cas et des facteurs secondaires dans d'autres cas. Je pense en particulier aux carences, aux effets de la carence. Et quand on réfléchit à ce qui s'est passé en Roumanie, quand on a ouvert les orphelinats à la fin des années de la dictature en Roumanie, vous savez qu'on a trouvé là des enfants dans des situations absolument catastrophiques. 100% d'entre eux étaient carencés et gravement carencés. 30% d'entre eux étaient autistes. 30%, c'est, j'allais dire seulement 30%, mais 30% c'est énorme, évidemment c'est énorme par rapport à la fréquence de la population générale. Mais ça veut dire que même dans des situations extrêmes, comme celles que les enfants vivaient dans les orphelinats de Roumanie, personne ne s'autistise. Tout enfant n'est pas forcément menacé d'autisme. La carence va venir aggraver le risque autistique chez certains d'entre eux, mais encore faut-il qu'il y ait des facteurs primaires de risque et de prédisposition. Alors, je crois que c'est une grande leçon à retenir. Même les situations extrêmes n'autistisent que des enfants qui ont des facteurs primaires de risque. Et vous voyez, la carence peut, dans certaines histoires, être un facteur de fragilisation, facteur primaire, et dans d'autres histoires, être un facteur secondaire de décompensation. Voilà, en tout cas,
À défaut d'être valide, encore une fois au sens strict du terme, le modèle polyfactoriel auquel je m'accroche résolument me semble très utile parce qu'il débouche tout naturellement sur la mise en place de traitements multidimensionnels. Je vais y venir tout doucement. Et pour terminer, vous savez qu'en France, c'est notre ami et collègue Pierre de Lyon qui a le mieux résumé ces traitements multidimensionnels en disant « la pédagogie toujours », les rééducations spécialisées dès que possible et le soin psychique chaque fois que nécessaire, c'est-à-dire très souvent, parce qu'être autisme est une source de souffrance, on ne le répétera jamais assez, vraiment. Certains le dénient aujourd'hui, mais être autiste n'est pas une partie de plaisir. Sortir de l'autisme est une période difficile également. Et donc, le soin psychique garde toute sa place, pas pour définir des causes de l'autisme, mais pour venir desserrer des mécanismes de défense contre les angoisses archaïques et permettre donc au développement cognitif de reprendre son cours. Voilà, alors j'en viens maintenant très directement à la liberté de penser. Et je voudrais vous rappeler quelques éléments de réflexion. D'abord, si j'ai choisi ce terme, c'est parce qu'aujourd'hui, on est évidemment dans un contexte où il y a des attaques très fortes contre la psychanalyse. En France, bien entendu, mais pas seulement en France, et je le sais bien sûr en Amérique latine également. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les attaques contre la psychanalyse dans l'autisme, en fait, sont désagréables, plus que désagréables, mais elles cachent en fait des attaques contre la psychanalyse en général, ce qui est encore plus désagréable. En même temps, si la psychanalyse était aussi morte que certains veulent bien le dire, il n'y aurait pas besoin de l'attaquer à ce point. Donc, si la psychanalyse en général reste un objet d'attaque très fort, c'est aussi parce qu'elle est très vivante, très créative et très productive. Mais ce qui est sans doute plus grave, c'est que derrière ces attaques contre la psychanalyse dans l'autisme ou la psychanalyse en général, se cachent aussi des attaques contre le soin psychique, tout simplement. Et c'est pourquoi j'ai voulu fonder cet Institut contemporain de l'enfance dont on a parlé tout à l'heure, pour justement redonner un espace pour penser le soin psychique, parce que ce qui est attaqué aujourd'hui, derrière ces attaques contre la psychanalyse, c'est le soin psychique en tant que tel, au profit de méthodes purement rééducatives, palliatives ou rééducatives. Il faut tenir bon sur le soin psychique, parce que je viens de vous le dire, être autiste n'est pas une partie de plaisir, en tout cas à certains moments. Et puis, dernier point, c'est que ces attaques contre la psychanalyse et contre le soin psychique cachent aussi des attaques contre les sciences humaines. Et les sciences humaines sont pourtant dans nos universités, en France, en Europe, en Amérique latine. Les sciences humaines ont fait d'ailleurs souvent la réputation de nos universités et de nos facultés. Le développement des sciences humaines est une condition de la liberté de penser. Et j'y insiste parce que, encore assez récemment en France, nous avons certains députés, certains hommes politiques qui ont sollicité tous les présidents d'université pour leur demander d'interdire purement et simplement l'enseignement de la psychanalyse dans nos universités françaises. Là, on est vraiment dans une atmosphère quasi fasciste. C'est interdire. Les présidents d'université ont d'ailleurs très très bien répondu en disant que jusqu'à nouvel ordre, c'est les présidents d'université qui décidaient des programmes et que ce n'était pas aux hommes politiques de venir interdire la transmission de telle ou telle donnée. Mais la psychanalyse fait partie de l'histoire de la pensée. Elle a beaucoup apporté. Elle a encore, à mon avis, beaucoup à apporter. Mais même si elle était morte, pourquoi interdire l'enseignement de la psychanalyse? On n'interdit pas l'enseignement du latin,
on n'interdit pas l'enseignement du grec ancien. À supposer que la psychanalyse soit morte, en quoi pourrait-on interdire l'enseignement de la psychanalyse? C'est encore une, et je répète, la psychanalyse est loin d'être morte, sinon elle ne serait pas aussi attaquée que cela. Voilà, donc il faut tous ensemble bien veiller à cette liberté, un de ces aspects de la liberté de penser, qui est la liberté d'enseigner. D'ailleurs, j'aurais pu le dire un petit peu plus tôt, je vais essayer de dire un mot sur la liberté d'enseigner, sur la liberté de choisir le parcours de soins pour leurs enfants, pour les familles, et la liberté de penser, tout simplement. Alors, quand on réfléchit à cette violence, à ces violences si fréquentes en matière d'autisme, je me suis dit qu'on pouvait peut-être évoquer quelques travaux qui permettent de penser pourquoi, à propos de l'autisme, la liberté de penser est si souvent menacée. Et j'ai d'abord pensé à un psychologue canadien assez ancien, enfin il est mort en 2003, mais il a travaillé avant, qui s'appelait Elliot Jaques. Elliot Jaques, il n'y a pas de C, hein, c'est comme le prénom Jacques, mais sans C, qui est un psychologue qui a voulu introduire la psychanalyse dans la compréhension des fonctionnements de l'entreprise et qui a créé d'ailleurs une discipline qu'on appelle la socio-analyse, Elliot Jaques. Et Elliot Jaques disait, donc il y a déjà assez longtemps, quelque chose de très intéressant, il disait toute institution court toujours le risque, à la longue, de fonctionner à l'image de l'objet qui est le sien. Les tâches primaires des entreprises, c'est éduquer, c'est soigner, c'est produire ou gouverner. Et Elliot Jaques disait cette chose très intéressante, toute institution, je le répète, court toujours le risque, à la longue, de fonctionner à l'image de l'objet qui est le sien. Et on va le voir, par exemple, c'est une manière de comprendre que l'autisme peut autistiser. L'autisme n'est pas contagieux au sens du coronavirus, mais les fonctionnements autistiques ont quelque chose de contagieux. Je vais y revenir. Voilà, donc il y a déjà chez Elliot Jaques, il y a une cinquantaine d'années, cette idée très intéressante du fait que le contenu de l'action d'une entreprise ou d'une institution finit par imprégner, contaminer, influencer ses contenants, ses processus de fonctionnement. Cette question a été reprise par un grand analyste, bien sûr tout le monde le connaît aujourd'hui, José Bleguer, qui a repris cette question un petit peu sur le plan, cette loi, une sorte de loi sur le plan psychanalytique, et plus récemment en France par René Roussillon, qui lui a parlé de force de pénétration agie de la psychopathologie prise en charge dans nos pratiques et dans nos modélisations théorico-cliniques. Je vais le redire parce que c'est un terme très, très intéressant de René Roussillon. Force de pénétration agie de la psychopathologie prise en charge dans nos pratiques et dans nos modélisations théorico-cliniques. Pour dire plus simplement, la dépression déprime, et c'est vrai. Si on fait un cours aux étudiants pendant 2 heures sur la dépression, il faut faire très attention que tout le monde n'en sorte pas fatigué et mélancolique. La dépression déprime. La maltraitance peut rendre maltraitante certaines familles d'accueil et certaines institutions. Quand les enfants maltraités, s'ils ont été maltraités, évidemment, ça n'est pas de leur faute. Mais une fois qu'ils ont été maltraités, dans leur rencontre avec de nouveaux adultes, ils peuvent, sans qu'on s'en rende compte, transformer les nouveaux adultes en adultes maltraitants, parce que c'est ce type de relation que les enfants connaissent. Et ce qui est terrible, c'est qu'on s'accroche à ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît est douloureux et traumatique. C'est une des dans notre espèce humaine, c'est l'angoisse de l'inconnu, qui est une des plus fortes. L'angoisse de l'inconnu avait été décrite par Guy Rosolato. L'angoisse de l'inconnu est au fond même des compulsions de répétition et des répétitions. On s'accroche à ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît est douloureux et traumatique, parce que l'inconnu, même l'inconnu prometteur,
fait encore plus peur que le connu douloureux. Voilà, donc les enfants qui ont été maltraités s'accrochent à ce type de relation. Didier Anzu avait parlé aussi d'attachement négatif, et des enfants maltraités peuvent finalement rendre maltraitantes des institutions ou des familles d'accueil si on ne se donne pas les moyens de lutter contre cette force d'attraction très négative des enfants maltraités. Et puis, j'en viens à ce que je vous disais, la dépression déprime, la maltraitance rend maltraitant, l'autisme autistise. Et c'est ce qui s'est passé, je parle de la France, c'est ce qui s'est passé dans nos hôpitaux de jour, dans la période où les familles sont devenues très hostiles à la notion d'hôpital de jour et aux travaux de Bettelheim que les familles vivaient comme très culpabilisants. Les hôpitaux de jour se sont un petit peu insularisés. En quelque sorte, ils se sont autistisés, pas tous, et l'hôpital de jour est une institution formidable qui devrait être l'institution la plus aimée par les familles, parce qu'elle rassemble le soin, la pédagogie, les rééducations, la psychomotricité, les arts, la plasticité. Et pourtant, certains hôpitaux de jour se sont coupés un petit peu de l'extérieur, se sont repliés. Les parents ont dit, mais ces hôpitaux de jour deviennent une sorte de ghetto psychanalytique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que l'autisme avait contaminé le fonctionnement des hôpitaux de jour qui eux-mêmes s'étaient autistisés au contact de ces enfants, ce qui est d'ailleurs une raison pour bien choisir le type d'enfant qu'on admet à l'hôpital de jour et le type d'enfant avec ou sans langage. Et après Elliot Jaques, après José Bleguer, après René Roussillon, la dernière personne que je voudrais évoquer et qui m'aide, moi, à penser cette question de la liberté de penser, c'est la question de Didier Houzel. Didier Houzel, avec qui je travaille beaucoup autour du journal de la psychanalyse de l'enfant, et qui a beaucoup insisté pour dire qu'au fond, ce sont les clivages sensoriels des enfants autistes qui débouchent, qui organisent progressivement leur clivage relationnel, et qu'il faut que nous-mêmes, parents ou professionnels, au contact des enfants autistes, il faut que nous fassions très attention de ne pas être happés par ces clivages qui peuvent aussi amputer notre liberté de penser. Et par exemple, Didier Houzel disait il n'y a encore pas longtemps dans une conférence, quand on réfléchit à tous ces conflits qui ont opposé et qui opposent encore les partisans de la psychothérapie et de la psychanalyse aux partisans du comportementalisme et de la rééducation un petit peu dure, au fond, est-ce qu'on n'est pas là en train de reprendre à notre niveau d'adulte et de professionnel le clivage des enfants autistes en termes sensoriels, les mous contre les durs? Souvent dans ces débats, on présente les psychanalystes comme des personnes qui vont comme ça attendre indéfiniment que le désir naisse chez l'enfant dans une position molle et en impasse. Et on présente les comportementalistes comme des personnes très dures qui vont au contraire forcer l'enfant dans les apprentissages, même s'il n'en comprend pas le sens, en se disant qu'un jour peut-être ça pourra lui servir. Je crois que Didier Houzel a raison. Ces conflits entre psychanalystes soi-disant mous et comportementalistes soi-disant durs reprennent sur ce plan-là le clivage sensoriel des enfants autistes eux-mêmes qui ont du mal à décliver les paires d'opposition contrastée, le dur et le mou, par exemple. Et on finirait au contact, selon Didier Houzel, au contact des enfants autistes, à fonctionner donc nous-mêmes de manière autistique. Et dans ces conflits, quand un cognitiviste est incapable de prendre en compte la pensée d'un analyste, ou quand un analyste ne veut en aucun cas s'intéresser aux données des neurosciences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, la pensée de l'autre n'existe pas. Et si la pensée de l'autre n'existe pas, c'est qu'on fonctionne de manière autistique, comme les enfants autistes dont on a la responsabilité. Vous voyez, il y a cette force de contagion qui est très intéressante et qui, évidemment, peut être enfermante et menacer notre liberté de penser. Je voudrais ajouter encore quelque chose, c'est qu'il m'arrive depuis une dizaine d'années d'aller parler des bébés aux adolescents dans des zones d'éducation prioritaire pour essayer de les sensibiliser à la vie psychique, aux préformes de la vie psychique,
au bébé, à la liberté de penser, justement, prévenir peut-être la violence, les faire penser aussi aux bébés qu'ils ont été eux-mêmes pour les aider un jour à mieux accueillir les bébés qu'ils auront peut-être un jour. Et dans l'une de ces réunions, un adolescent m'a posé une question qu'on ne m'avait jamais posée, même dans les congrès les plus sophistiqués. Un adolescent m'a posé cette très belle question en me disant « Mais qu'est-ce que cela fait à un bébé d'être élevé dans une dictature ? Qu'est-ce que ça pourrait faire à un bébé d'être élevé dans une dictature ?» J'ai trouvé cette question absolument magnifique et j'étais un peu pris au dépourvu d'ailleurs pour répondre à cet adolescent. Alors je lui ai dit que, en réfléchissant à voix haute, que les dictatures en général veulent nous apprendre à ne penser qu'une seule chose sur chaque chose. Alors que la liberté de penser, c'est justement la possibilité de penser toute chose de manière multiple. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que le modèle polyfactoriel nous est absolument indispensable pour la liberté de penser, d'autant plus qu'il ouvre sur la causalité épigénétique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et pouvoir penser l'autisme de manière psychanalytique, de manière développementale, de manière cognitive, de manière génétique, de manière anthropologique, de manière sociologique, de manière linguistique, de manière philosophique, pouvoir penser tout ça ensemble dans une perspective un peu complémentariste, comme aurait dit Georges Devreux à son époque, c'est ça la garantie de la liberté de penser. Si on veut nous obliger à ne penser l'autisme que de manière génétique, ou que de manière biologique, ou que de manière psychanalytique, là, on est dans une absence possible, une véritable absence de possibilité de liberté de penser. Bon, alors il faut des liens interdisciplinaires. L'absence de liens n'est pas du tout la liberté. J'ai commencé par dire que les liens étaient au centre de mon travail depuis des années et des années. L'absence de lien n'est pas la liberté de penser, n'est pas la liberté. L'absence de lien, c'est l'aliénation. Et l'aliénation, c'est la folie. En français, le mot aliénation, on peut l'entendre avec un A privatif qui montre bien que l'aliénation, c'est l'absence de lien, justement. La créativité, la liberté, ça passe par les liens. Mais ça passe par l'usage libre qu'on fait de ces liens et qu'on ne peut pas nous imposer du dehors. Voilà, donc la liberté, c'est de faire des liens entre les concepts, c'est de faire des liens entre les personnes, c'est de faire des liens entre les modèles, c'est de faire des liens entre la CIPA internationale et la CIPA latino-américaine. Il y a quelques années, quand j'ai été travailler à Moscou, avec des collègues psychanalystes, et certains collègues me disaient mais la liberté venait de revenir un petit peu en Russie aussi. On a beaucoup de mal à utiliser différents auteurs, à penser les choses à la fois en termes freudiens, winnicottiens, kleiniens, anna-freudien. On a du mal parce que ça fait des années de dictature où, je reviens à ce que je disais à l'instant, on a voulu nous apprendre à ne penser qu'une seule chose sur chaque chose. La liberté de penser, c'est la liberté de pouvoir penser plusieurs choses sur chaque chose. Alors en matière d'autisme, il s'agit de quelle liberté? De la liberté d'enseigner, j'en ai déjà dit un mot, et y compris d'enseigner la psychanalyse à l'université. C'est la liberté de choix des familles. Et il y a longtemps, en France, une de nos grandes ministres de la Santé, qui s'appelait Simone Veil, et qui avait créé d'ailleurs les centres ressources, avait eu cette sagesse de dire « la prise en charge des enfants autistes s'étale sur des années. Ça n'est pas à l'État de dire aux familles qu'est-ce qu'il faut faire avec votre enfant. Le rôle de l'État, c'est de veiller simplement à ce que dans chaque région, il y ait des équipements nécessaires dans les différents domaines de la prise en charge. Des équipements nécessaires, suffisants dans le domaine du soin, dans le domaine de la pédagogie, dans le domaine de l'école spécialisée et dans le domaine des rééducations spécifiques. Et ensuite, c'est aux parents de choisir et de faire leur chemin. C'est long, la prise en charge d'un enfant autiste. À certains moments, les parents ne voudront faire qu'une seule chose. À d'autres moments, ils voudront faire plusieurs choses ensemble. Et puis, ça s'étale sur des années. Moi, je crois que cette position de Simone Veil était une position d'une très grande sagesse qui disait que les politiques doivent s'occuper de nos contenants d'action
mais pas de nos contenus d'action à nous, professionnels. C'est aussi une garantie de la liberté de choix des familles, de la notion de parcours. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, la liberté de soigner, parce que le soin psychique, le traitement psychothérapeutique ou psychanalytique des enfants autistes ne s'attaque pas au pourquoi, il s'attaque au comment et à comment desserrer un certain nombre de mécanismes autistiques qui gênent le développement cognitif des enfants. D'ailleurs, si on interdisait, c'est presque le cas, mais si on interdit dans un pays les traitements psychanalytiques d'enfants autistes, ça pose un gros problème constitutionnel, parce que ça veut dire qu'une partie des habitants, les enfants autistes, n'a pas le droit, n'a pas l'accès aux mêmes droits que le reste de la population. Est-ce qu'il n'y a pas là une dérive totalitaire, une dérive inadmissible, absolument. Et puis, à propos de ce soin, qui, à mon avis, aujourd'hui, et notamment surtout depuis l'école kleinienne et post-kleinienne, je crois que les psychanalystes d'aujourd'hui s'intéressent moins au pourquoi de l'autisme qu'au comment de l'autisme. Et je voudrais rappeler cette idée de Jacques Hockman. Jacques Hockman a été quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de l'autisme en France, qui a d'ailleurs écrit une histoire de l'autisme en France, qui est un livre d'une très grande sagesse. Et Jacques Hockman nous rappelait que dans la première société de linguistique qui s'est créée en Suisse, dans la mouvance des travaux de Ferdinand de Saussure, eh bien, dans la première société de linguistique en Suisse, dans le règlement intérieur de cette première société de linguistique, dans le premier article de ce règlement intérieur, il y avait en toutes lettres, ici, il ne sera pas question de l'origine du langage. C'est magnifique. C'est magnifique parce que je pense qu'on peut en tirer un parallèle dans notre domaine. Actuellement, on pourrait dire aussi, on ne peut pas s'occuper à la fois du pourquoi de l'autisme et du comment de l'autisme. Peut-être faut-il s'occuper du pourquoi de l'autisme. Il y a des gens qui peuvent s'en occuper d'un point de vue génétique, d'un point de vue neuroscientifique, mais le pourquoi ne dit rien sur le comment. Et la spécificité de nos prises en charge concerne surtout le comment. Pourquoi les mécanismes autistiques gênent-ils à ce point le développement du cognitif des enfants? Comment est-ce qu'on peut les aider à desserrer, à assouplir ces mécanismes de défense et à reprendre à initier des reprises développementales? Voilà, et je termine peut-être en disant que la liberté, pour la CIPA internationale, et je l'espère aussi pour la CIPA latino-américaine, la liberté, c'est aussi la curiosité mutuelle entre psychanalyse et neurosciences, peut-être pas simplement au sens de pluridisciplinarité, qui est simplement une juxtaposition des savoirs, peut-être pas simplement au sens de l'interdisciplinarité, qui est simplement une addition des savoirs, mais plutôt au sens d'une transdisciplinarité, où vraiment chacun, tout en gardant son identité professionnelle, pédopsychiatre, psychologue, psychanalyste, neuroscientifique, s'avance vers l'autre sans perdre son identité professionnelle, mais en acceptant de s'identifier un petit peu au point de vue de l'autre et en essayant de voir s'il n'y a pas des concepts nouveaux qui émergent, qui surgissent dans les interfaces de nos différents champs de travail. Quand cela se produit, ce sont des moments sacrés où on sent vraiment que la liberté de penser a quelque chose de créatif. Faire une place à la pensée de l'autre, sans amalgame ni confusion épistémologique. Voilà, alors il me reste 3 minutes pour dire un mot du 5e congrès de la CIPA, où j'espère on va pouvoir développer notre liberté de penser. Vous savez que ce 5e congrès, le titre de ce 5e congrès, c'est « Clinique et recherche », avec un sous-titre « Innover, inventer, créer ». Et je salue évidemment tout le bureau de la CIPA et la commission scientifique de la CIPA qui ont permis de mettre en place, je crois, un très beau programme qui va bientôt être diffusé. Ce congrès se tiendra les 18, 19 et 20 novembre.
Le 20 novembre, c'est le matin seulement pour des ateliers dans un dispositif mixte. Certes, si l'évolution de l'épidémie le permet, évidemment, si l'évolution le permet, une partie serait en présentiel à Paris, à l'espace Reuilly, que certains d'entre vous connaissent bien déjà, dans le 12e arrondissement de Paris. Mais cette fois-ci, on aurait aussi tout un dispositif mixte en Zoom qui va permettre, je l'espère, à beaucoup de collègues lointains de participer quand même à ce colloque placé sous la présidence de Geneviève Hague. Aujourd'hui, je vous précise que... Bernard, rappelez que ce sera en portugais, tout traduit. Voilà, Marie-Christine me rappelle de rappeler, tu as raison, que les traductions en portugais sont prévues, bien sûr, pour ce colloque. Et avec un tarif préférentiel automatique pour nos collègues latino-américains. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi clinique et recherche? Quelques mots et je termine. Évidemment, la clinique renvoie au singulier de la rencontre transférentielle et contre-transférentielle, alors que la recherche vise au contraire au repérage du général. On pourrait dire que clinique et recherche se situent comme ça de manière très, très opposée, très, très antagoniste. En fait, il nous semble qu'en réalité, la clinique et la recherche sont beaucoup plus souvent dans un lien dialectique, donc une opposition soi-disant irréductible, et notamment en ce qui concerne la recherche sur le tout petit. Il y aura un exposé général sur la recherche de Bruno Falissard dès le premier jour, et moi-même, je ferai une conférence sur la recherche et clinique à propos du bébé. Voilà, en tout cas, ce lien dialectique entre clinique et recherche, c'est ce lien-là qu'on voudrait interroger dans ce 5e congrès de la CIPA, et de l'illustrer, bien sûr, à propos des troubles autistiques. Il me semble que aussi bien le clinicien que le chercheur se doivent être, l'un comme l'autre, dans une position d'ouverture à l'inattendu, et non pas dans une simple démarche de recherche, de vérification de faits attendus. La clinique avec un enfant autiste, c'est pas simplement voir s'il présente des signes qu'on connaît, c'est voir quels sont ces signes à lui, si particuliers, si spécifiques. Et la recherche avec les enfants autistes, c'est pas simplement d'aller vérifier des hypothèses a priori, c'est de voir quelles hypothèses vont se dégager du tableau clinique, des tableaux cliniques qu'on peut mettre en perspective. Bon, c'est tout à fait passionnant, et il me semble que cette dialectique entre clinique et recherche, eh bien, c'est un aspect de la liberté de penser et de la créativité des professionnels. Quand on pense à la grille de Geneviève Hague, la grille d'émergence de l'autisme que Geneviève Hague a mis au point depuis un certain temps, eh bien, on voit comment c'est vraiment le fruit. Cette grille s'est développée à l'interface de l'expérience clinique et de l'œil du chercheur, des chercheurs. C'est tout à fait magnifique. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que dans quelques mois, cette grille va être publiée dans la collection du Fil Rouge aux presses universitaires de France, donc 2-3 ans après la publication du Moi corporel de Geneviève Hague, qui a connu un très grand succès éditorial. Voilà, donc cliniciens et chercheurs entreront en dialogue au cours de ce congrès. Ce dialogue est la condition même de l'innovation, de l'invention, de la créativité qu'on doit aux patients, aux enfants, à leurs familles et patients dont la créativité à eux s'avère également très précieuse. Voilà, donc je fais un appel, je termine sur un appel plus public. Inscrivez-vous nombreux, c'est peut-être un des seuls bénéfices de la Covid-19, de permettre maintenant des événements en mixte. Voilà, donc ceux qui ne pourront pas venir à Paris auront la possibilité d'être avec nous par Zoom. On peut être très nombreux, c'est magnifique. Inscrivez-vous nombreux. Et puis, tous ensemble, je crois que la CIPA
la CIPA internationale, la CIPA latino-américaine, les autres groupes, ce sont des merveilles, des trésors que nous devons faire fructifier tous ensemble. Un grand merci à Geneviève Hague d'avoir pris donc en 2006 l'initiative formidable de la fonder. Vive la CIPA latino-américaine et vive la liberté de penser. Merci beaucoup de votre atenção. Bom, estamos todos realmente muito contentes e muito emocionados com a sua fala, Bernard. Uma fala que vem a calhar com a CIPA Latinoamérica, com o espírito da América Latina, que é um espírito onde a gente trabalha a diversidade, é um espírito onde trabalhamos as questões ético-políticas de uma forma extremamente contundente, e acredito que a gente tem grandes contribuições para o que você trouxe como liberdade de pensamento, nas diversas ciências, nas neurociências, como você citou, mas nas ciências humanas, na ciência coletiva e nas ciências da saúde pública, né? São diversas as ciências que a gente tem como contribuir aqui. Eu vou aproveitar a ler 3 perguntas em conjunto e vou pedir depois a Nora também que traduza em espanhol essas perguntas para que você possa finalizar essa esplêndida conferência de inauguração. A primeira pergunta é, quando você falou da repetição que há num grupo, né, numa instituição que é especialista em certo assunto, então a pessoa pergunta, no grupo, essa repetição poderia ser também a força da transferência como expressão de comunicação necessária para pensar sobre ela ou oferecer continência, como a comunicação primitiva do bebê? A segunda pergunta gostaria que o professor Bernard falasse um pouco mais sobre ser autista é uma fonte de sofrimento, não é prazeroso. Esta colocação exige muita sensibilidade. O que o fez perceber isso? E a terceira pergunta, estou de acordo com a causa multifatorial, porém, preocupa a fragmentação do sujeito nas diferentes atenções terapêuticas. Como podemos pensar isto? Bom, como podemos pensar isso? J'ai bien compris. D'accord. Alors, merci pour ces 3 questions effectivement très importantes et intéressantes. Je vais essayer d'y répondre brièvement. La première question, c'est quand il y a cette tendance à la répétition, une compulsion de répétition, quand l'enfant envoie des messages qui peuvent être contagieux, qui peuvent autistiser les professionnels ou l'institution, est-ce que, si j'ai bien compris la question, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un message de sa part, hein, c'est-à-dire nous faire sentir, en deçà des mots, dans quelle paralysie développementale il se trouve lui-même prisonnier. Hein. C'est une remarque très, très juste et très belle, mais ça montre à quel point, quand je disais tout à l'heure, il faut que l'institution se donne les moyens de ne pas être happé par cette tendance à la répétition. Se donner les moyens, ça veut dire des temps pour penser, et des temps pour penser justement de manière psychanalytique, parce qu'effectivement, ce type de message, il est pris, comme tout d'ailleurs, dans le conflit entre pulsion de vie et pulsion de mort. Ce message de répétition, il peut être paralysant et destructeur, mais il peut être aussi un message qui veut transmettre quelque chose à l'autre et essayer du côté de la vie et de la construction. Et pour ça, il faut du temps pour le penser. Il faut des réunions, pas trop non plus, mais il faut un temps d'élaboration. C'est l'enjeu des psychothérapies institutionnelles, c'est-à-dire de remettre vraiment la réflexion transféro-contre-transférentielle en marche, hors hiérarchie, pour que chacun puisse
donner son interprétation de ce message-là et tirer les choses vers un message de vie et non pas vers un message de mort. Voilà, ça c'est ma première. Pour moi, cette question-là, elle légitime fondamentalement la présence de la pensée psychanalytique au sein de nos institutions. La deuxième question, je ne sais plus si c'est la deuxième ou la troisième d'ailleurs. Enfin, la deuxième question que j'aborde, c'est comment faire que le traitement multidimensionnel ne soit pas simplement une diffraction, ne soit pas simplement une dispersion des moyens. Ça aussi, c'est très juste. Et c'est pour ça que je suis passé un petit peu vite peut-être. Mais je faisais la différence, vous vous rappelez tout à l'heure, entre multidisciplinarité et transdisciplinarité. La multidisciplinarité, je disais, c'est juste simplement une juxtaposition des savoirs. Il y a ce que c'est l'orthophoniste, il y a ce que c'est la psychomotricienne, il y a ce que c'est le pédopsychiatre, il y a ce que c'est le cognitiviste, il y a ce que c'est etc. C'est déjà mieux que rien et que d'être enfermé dans une seule vision. Mais c'est vrai que si on laisse les choses de manière juxtaposée, sans joint, sans lien, c'est peut-être pas une dispersion, mais c'est pas entièrement fructueux. Et c'est vrai que ces traitements multidimensionnels, ils demandent ce qui est le plus difficile, ils demandent des espaces de rencontre entre les différents intervenants. Des espaces de rencontre parce que il faut du temps pour échanger. Un même enfant autiste ne va pas faire vivre la même chose à l'analyste, à l'orthophoniste ou à la psychomotricienne. Alors, on rejoint d'ailleurs une certaine vision de la psychothérapie institutionnelle. L'enfant projette des éléments différents de lui-même sur chaque intervenant, et si on veut rassembler les éléments de transfert, j'emprunte évidemment ce terme à Donald Meltzer, si on veut rassembler les éléments de transfert, encore faut-il que les différents intervenants puissent se réunir de temps en temps et mettre ensemble tout ça pour essayer de comprendre comment l'enfant va exprimer telle ou telle chose de telle manière à tel intervenant et telle ou telle chose d'une autre manière à tel autre intervenant. Voilà, alors c'est du temps. Et alors ce qui est paradoxal, c'est que ces traitements multidimensionnels sont surtout possibles dans les grandes villes, là où de nombreux professionnels existent, et c'est aussi dans les grandes villes qu'on n'a pas le temps de se réunir pour faire le point de temps en temps sur ce que les enfants nous font vivre. Ça, c'est vraiment dommage, mais il faut avoir ça en tête pour essayer de s'avancer vers cela. Hein. Un traitement multidimensionnel, ça suppose, je dis ça comme ça, hein, mais qu'une fois par trimestre, 2-3 fois par an, tout le monde se réunisse et rassemble un petit peu les éléments qui ont été vécus par les uns et par les autres. Puis ça n'empêche pas, bien sûr, des échanges plus spontanés entre-temps. J'ai un tout petit trou de mémoire pour la question qui était la deuxième ou la troisième, je ne sais plus. Dis-moi, Claudia. Elle était très importante aussi. Foi sobre ser autista é uma fonte de sofrimento, não é prazeroso. Ah, isso, oui. Isso exige muita sensibilidade. Oui, c'est grave. Voilà. Ben, écoutez, et en plus, c'est grave. Si je trouvais cette question magnifique et puis je l'ai oubliée là, mais donc ça montre bien que la question de la souffrance est très difficile à tenir vraiment. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de forces qui voudraient nous empêcher de parler de la souffrance des enfants autistes. Hein. La plupart des études cognitives dans le monde, par exemple, ne concernent que des autistes de haut niveau intellectuel ou des syndromes qu'on appelle Asperger, dont probablement la souffrance psychique est moindre que celle des autismes typiques gravissimes que nous connaissons aussi. Les parents aussi souvent c'est très compréhensible, veulent se défendre contre la souffrance de leur enfant. La souffrance de leur enfant est leur propre souffrance. Les enfants sont des objets narcissiques. Ce qui arrive à l'enfant nous arrive à nous, ses joies,
ses peines, ses chagrins, sa souffrance. Donc évidemment, la souffrance d'un enfant autiste, c'est aussi la souffrance du parent. Et le parent souhaiterait qu'on ne lui parle plus de ça. Il ne le sait que trop que son enfant souffre. Hein. C'est terrible. Voilà, donc c'est vrai que les parents, un certain nombre de parents, d'associations de parents, préfèrent les approches très neuroscientifiques ou génétiques de l'autisme qui ne parlent pas de ça, alors qu'eux-mêmes, au jour le jour, savent bien que la souffrance existe. Alors ce qui est très trompeur, c'est que c'est pas 24 heures sur 24. Il y a des moments dans la journée où l'enfant autiste peut paraître assez tranquille. Mais il y a d'autres moments où, si on l'observe bien, si on regarde bien, il peut montrer des angoisses qui sont terribles et qui sont des angoisses qui ne sont pas des angoisses psychotiques au sens classique du terme. Hein. Il y a tout à l'heure, je parlais de Geneviève Hague. Elle a écrit un très bel article, il y a en 1980 et quelques, 85, je crois, un très bel article sur la comparaison des angoisses autistiques et des angoisses schizophréniques. Hein. C'était paru dans la revue Topic. Et c'est vrai que les angoisses psychotiques sont du côté de la fragmentation, du morcellement, parce qu'il y a déjà un moi qui s'est édifié, un self qui s'est constitué, il y a déjà quelque chose à défaire, à casser, à morceler. Mais les angoisses autistiques sont bien en deçà de ça, bien en deçà de ces angoisses psychotiques. Ce sont des angoisses très archaïques, le moi n'est pas encore construit, le self n'est pas encore édifié. Les angoisses autistiques concernent principalement les enveloppes, l'absence d'enveloppe, l'agénésie d'enveloppe, c'est-à-dire que c'est des angoisses, si on met des mots d'adultes là-dessus, on trahit quelque chose, évidemment, parce que ce sont, pour les enfants, sans doute des vécus beaucoup plus sensoriels et corporels que mentalisés ou psychisés, mais c'est des sentiments d'écoulement, de vidange, de vidage, de dispersion, c'est les angoisses primitives, c'est les agonies primitives, les chutes sans fond, enfin tout le monde a cherché des mots pour parler de cela, ce sont des vécus catastrophiques. Voilà. Et qui peut-être ne durent pas 24 heures sur 24 et qu'on peut facilement négliger si on n'est pas attentif. Voilà, alors je crois que être autiste, ça fait vivre cela à un certain moment, et sortir de l'autisme, la sortie de l'autisme confronte l'enfant au monde extérieur, aux personnes et aux objets qui composent ce monde extérieur, et quelque chose, j'allais dire lui fait peur, je ne sais pas si ça lui fait peur, mais quelque chose de trouble. D'ailleurs, comme le bébé normal qui accède à l'intersubjectivité et qui découvre le monde. Moi, chez le bébé normal, tout ça va très vite et ne menace pas son développement. Là, il y a quelque chose chez l'enfant autiste qui le trouble très profondément. Et c'est très important de savoir que cette rencontre avec la sortie de la bulle autistique, que cette sortie de l'enfant dans le monde extérieur, c'est très important de la penser comme une difficulté, parce qu'on voit là, à ce moment-là, l'enfant qui hésite et qui, au moment même où il commence à émerger, la grille de Geneviève Hague est très utile pour ça, au moment où il commence à émerger, par peur de la rencontre avec ces nouveaux objets, il peut se rétracter, se replier sur lui, et se replier, par exemple, sur des stéréotypies monosensorielles, ou fait tout ce que vous connaissez. Voilà. Et on ne peut comprendre ces replis au moment même où il y a une reprise développementale que si on fait l'hypothèse que cette reprise développementale est source d'une souffrance psychique. Voilà, donc on ne peut pas travailler sans prendre en compte cette souffrance psychique, mais on a des forces terribles qui voudraient nous le faire oublier, comme les parents. Hein. Vous voyez, dans les 3 questions qu'on m'a posées, c'est justement celle-là que j'ai oubliée. Donc la souffrance psychique, elle est difficile. Il faut vraiment activement ne jamais l'oublier. Voilà. Bueno, muchísimas gracias, Bernard. Merci beaucoup. Un aplauso de todos. Merci à tout le monde. Merci pour votre attention. Y les queremos anunciar a todos los que nos están escuchando, no sé, Claudia, si querés decirlo en portugués luego, que tenemos 3 otros encuentros previstos y el próximo es con Marie-Christine Lasnik, que será el sábado 14 de agosto, en el mismo horario. Así que nos encontramos el sábado 14 para nuestra segunda charla de la CIPA latinoamericana.
Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Bientôt. C'était bien, t'as vu, je t'ai écouté.